Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette vidéo. Alors je sais pas pour vous, mais moi perso mon portefeuille croissance il était clairement dans le rouge la semaine qui vient de passer et du coup j'ai racheté pas mal d'actions. Du coup dans cette vidéo j'aimerais vous partager ma vision sur pourquoi le marché a baissé après les annonces de la Banque centrale américaine. Dans cette vidéo je l'appellerai plus communément la Fed. Et dans une deuxième partie je vous parlerai des actions que je mets personnellement en place pour comment se préparer si la baisse continue dans les semaines qui arrivent et surtout pour ne pas paniquer et savoir comment réagir. Évidemment, ce dont je veux vous parler, ce n'est en aucun cas une science exacte et c'est uniquement ma vision et mon interprétation de ce qui se passe. Tout d'abord, donc, si on regarde le marché, on peut voir qu'on a eu une correction de 4,5% sur la première semaine de 2022 sur le Nasdaq. Le S&P 500, on est un petit peu moins tombé à moins 1,8% et le Dow Jones, lui, il a très peu perdu à 0,29%. Et on voit ici un commentaire qui est assez intéressant et dont on va parler plus tard, qui est que les investisseurs sont en train, entre guillemets, de faire une rotation dans des actions plus value et ils mettent ça en opposition aux actions croissance, aux actions de la tech, etc. Donc l'élément déclencheur qu'on a eu cette semaine, ça a été des commentaires de la Fed, notamment sur le fait qu'ils veulent arrêter d'acheter des actifs, ça on le savait déjà, mais ils vont même commencer à vendre des actifs, donc c'est-à-dire des obligations. Donc si on descend un petit peu plus bas, on va le voir ici. Donc la Fed en décembre a décidé de commencer à retirer en fait de ses actifs, de son balance sheet, donc de son bilan, des obligations. Et donc ça veut dire que jusqu'à maintenant ils en achetaient. Et donc maintenant ils ont le tapering qui ralentissent l'achat et après ils vont commencer à s'en débarrasser. Et ici on voit qu'il précise bien que donc une réduction de ces actifs, donc de ces obligations dans le bilan de la Banque centrale viendrait très certainement au moment où ils vont réaugmenter les taux d'intérêt en théorie donc cette année. Et donc, quel est l'impact si la Fed vient à vendre des obligations? En fait, c'est assez simple. Si elle vend des obligations, il y en a plus sur le marché, donc le prix des obligations va baisser, puisqu'on va en rajouter sur le marché à la vente, donc on va avoir une pression vendeuse. Et du coup, ce que ça fait, c'est que les taux d'intérêt de ces obligations viennent à monter. D'ailleurs, on le voit sur un graphique sur l'autre article qu'il y avait. Vous voyez que justement, là, en début janvier, donc 6 janvier, juste après l'annonce, les taux sont passés de 1,7 à presque 1,8. Donc c'est une petite augmentation, mais on peut s'attendre à ce que dans le futur, les taux continuent à augmenter. Et donc cela induit que les actions plus risquées qui ont aussi un plus gros potentiel de croissance, elles sont beaucoup moins attirantes si d'un autre côté vous pouvez acheter des obligations avec un meilleur rendement. Il faut bien se rendre compte que nous, les particuliers avec nos petits portefeuilles, on ne voit pas trop l'intérêt d'aller prendre une obligation à 1,5 ou 2%. Cependant, les gros gestionnaires de fonds et les institutionnels, quand ils gèrent des millions, voire des milliards, pour eux, avoir 2% de rendement ou 3% de rendement par rapport à 1,5 voire 1,3% sur le 10 ans américain par exemple, pour eux c'est beaucoup plus pertinent parce que quand vous avez des investisseurs qui ont 60 ans, 70 ans, ils ne cherchent pas à faire 15% par an ou 10% par an ou 7% par an comme le S&P 500. Eux, ils préfèrent avoir 2%, sachant qu'ils ont déjà accumulé énormément de patrimoine et qu'ils sont dans une phase de leur vie où ils ne veulent plus prendre de risques sur le long terme. Et ainsi, le fait que les rendements des obligations viennent à remonter, ça explique aussi ce que vous entendez souvent en dire, c'est-à-dire une rotation des actions croissance vers les actions value. Et cette rotation, elle est assez facile à voir. Si vous regardez par exemple, on prend donc le Nasdaq, on l'avait juste avant, on va le retrouver. Voilà, le Nasdaq a beaucoup plus baissé que le S&P 500 et encore plus que le Dow Jones, tout simplement parce que dans le Nasdaq, vous avez beaucoup plus d'actions entre guillemets chères parce que ce sont des actions plus croissantes dans la technologie, alors qu'à l'inverse, dans le S&P 500, vous avez pas mal d'actions value. Si vous allez dans la liste du S&P 500, vous verrez, vous avez pas mal d'actions, Johnson Johnson, Coca-Cola, toutes les banques, tous les consumer staples, toutes les commodities, etc. L'autre point aussi qu'on peut souligner, c'est que les actions qui n'ont pas de price to earning ratio, donc les actions qui ne gagnent pas de revenus nets, donc les actions qui perdent de l'argent, et donc forcément elles ont besoin d'aller emprunter de l'argent sur les marchés en émettant des obligations, en émettant des titres, en rentrant en bourse, etc. Et donc si la Fed vient à resserrer la politique monétaire, donc à la rendre plus difficile pour accéder à des liquidités, forcément ces entreprises vont plus souffrir qu'une entreprise ancienne qui a un gros cash flow constant et qui a entre guillemets des bases très solides, un bilan financier très solide. Par exemple, il est beaucoup plus facile de comprendre qu'une entreprise comme Coca-Cola, 3M, Johnson Johnson aura plus de facilité à passer une récession, une crise financière où vous auriez moins d'accès
aux liquidités via les crédits aux banques, et à l'inverse, une entreprise comme Lemonade par exemple ou SoFi, qui sont des entreprises qui ont besoin de beaucoup de cash pour se développer, certes une forte croissance, mais c'est aussi des entreprises qui n'ont pas beaucoup de cash flow et qui perdent beaucoup d'argent actuellement, elles pourraient beaucoup plus souffrir dans un temps difficile où justement l'accès au crédit est plus difficile. Alors du coup, vous pourriez me demander pourquoi moi personnellement j'ai très peu d'actions dites value dans mon portefeuille et à l'inverse j'ai beaucoup d'actions croissance, comme vous le savez si vous avez déjà suivi ma chaîne ou si vous avez regardé mes revues de portefeuille. Ben, en fait c'est assez simple. Mon portefeuille d'actions il a accès croissance parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, d'investir dans des actions individuelles, de trouver des perles rares, des entreprises qui sont en train de disrupter des marchés, etc. Par contre, cependant, attention, j'ai beaucoup d'actions value dans mes ETF. En effet, si vous allez regarder un ETF S&P 500 et que vous allez dans les holdings, donc les entreprises qui sont dans cet ETF, donc vous regardez au début, effectivement, on a bien de la tech et ça représente pas loin de 30% juste pour les premières actions. Cependant, si vous allez dans les entreprises d'après, donc les 500 et quelques entreprises d'après, vous allez très vite retrouver des actions value. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le S&P 500 baisse moins que le Nasdaq. Mais bon, vous voyez, si vous regardez, on va déjà arriver sur les entreprises comme Visa qui est plus value, même s'il y a une certaine croissance. Vous avez du Walt Disney, du Exxon, donc c'est pétrole, c'est des commodities, du Cisco System. Bref, on peut continuer. Vous avez du médicament qui n'a pas forcément une grosse croissance, c'est plus des actions value. Et puis on peut continuer. Pepsi, c'est typiquement du value, même s'il y a une certaine croissance. Coca-Cola, Walmart, typiquement du value. Wells Fargo, c'est de la banque. Merck, c'est du médicament. Bref, on peut continuer sur toutes les pages. Vous voyez, McDonald's, etc. Bon, je ne vais pas tout faire avec vous, mais vous avez beaucoup plus de value. Et donc, si vous voulez, cette rotation, elle ne me fait pas spécialement peur parce qu'en réalité, je suis très exposé aux actions value via mes ETF. Mais comme moi personnellement je n'ai pas envie de passer du temps et je n'ai pas le temps pour aller chercher toutes ces actions value, eh bien je prends des ETF en direct, j'en achète tous les mois, je fais du DCA, quoi qu'il arrive, je mets un petit peu d'argent, je ne m'inquiète pas si c'est à la hausse, à la baisse, si l'action c'est le bon moment de l'acheter ou pas, j'ai pas de prix target comme je peux avoir sur les actions individuelles, j'achète un petit peu tous les mois en DCA mes ETF et ça me permet de complètement lisser ma performance sur le long terme et balancer ainsi mon portefeuille qui est beaucoup plus axé action croissance. Très bien, maintenant passons à la deuxième partie de cette vidéo qui est comment je me prépare entre guillemets à une plus grosse baisse du marché possible, surtout sur mon portefeuille action. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que même si les actions corrigent, moi personnellement j'ai une vision long terme, et donc si elles baissent, je vois ça comme une opportunité pour en acheter plus, et en aucun cas comme quelque chose de mauvais. Cependant, attention, moi j'ai pas du tout envie que le marché crache. Personnellement, je préférerais qu'il continue à monter, à monter, à monter, et quitte à acheter à la hausse, parce qu'évidemment, émotionnellement, c'est pas facile. Là, je regardais la semaine dernière mes portefeuilles, je perdais plusieurs milliers d'euros par jour, tous les jours, et je vous rassure, c'est pas du tout quelque chose de plaisant. Mais bon, il faut voir le bon côté des choses. Ça veut dire que j'ai pu racheter la semaine dernière encore plus de 2000 euros d'actions, et bien du coup à la baisse. Donc personnellement, moi je continue à acheter tous les mois quoi qu'il arrive, et comment je fais aussi pour me préparer à savoir quoi acheter, parce qu'il faut bien comprendre que si on a une forte baisse de 5 ou 10% sur 2-3 jours, il faut savoir ce qu'on veut, il ne faut pas paniquer. Et donc c'est pour ça que comme vous le savez, moi personnellement j'ai des lignes d'achat. Donc par exemple, si on prend un MD, on voit que j'aime bien l'acheter autour des 125 dollars, allez peut-être un petit peu plus, mais clairement c'est ici que je vais venir en acheter beaucoup, sachant que pour l'instant je n'ai pas fini de construire ma position. Par exemple, on peut aller voir d'autres actions. Google, ça fait des mois que je vous dis que je veux l'acheter à 2600 et j'ai un ordre en continu. Donc c'est-à-dire que j'ai un ordre d'achat qui est valable en continu pendant plusieurs mois et dès que l'action va toucher juste au-dessus des 2600, l'action va s'acheter. De la même façon, Amazon, j'aimerais beaucoup l'acheter à 3000 dollars. Donc pareil, si elle vient toucher les 3000 dollars, je l'achèterai. Donc voilà, si vous voulez, comment je me prépare, je sais par avance à quel prix je veux acheter les actions et surtout les grosses techs. Et si elles viennent à toucher ces prix, j'achète. A l'inverse, vous prenez une action comme Palantir. Palantir, elle est déjà à un prix sur lequel j'apprécie l'action. Donc eh bien, je continue à en acheter toutes les semaines. Je mets 100, 150, j'en achète par 10. Mais si j'en achète 10, ça fait 160 dollars, ça doit faire 140 euros. Pareil, on peut aller voir des actions comme Square. Elle continue à baisser, donc vous voyez que j'étais dans mon prix target entre les deux lignes violettes, donc je continue à l'acheter. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que je me prépare. Je sais les actions que je veux et à quel prix, et donc je leur mets tout simplement des lignes horizontales, là, comme on voit sur TradingView. Vu que j'ai créé un compte, ça me les enregistre et ça me permet très rapidement, en 5-10 minutes, de regarder la trentaine d'actions que je veux acheter ou que j'aime acheter, et quand elles viennent à baisser, je peux faire du DCA au fur et à mesure.
Et enfin, avant de passer à la conclusion, ce que j'aimerais aussi vous rappeler, c'est comme le disait Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent, il ne faut pas laisser Mr. Market vous dire sur le court terme ce que vaut votre action. Il faut au contraire avoir fait une analyse fondamentale, savoir combien vaudra votre entreprise dans le futur et l'acheter. Et si Mr. Market, donc si le marché vous dit qu'actuellement votre action vaut beaucoup moins cher, eh bien tant mieux, en fait c'est une opportunité, ça vous permet d'en acheter plus et d'avoir toujours votre théorie sur le long terme de pourquoi l'action va monter, de connaître le business de l'entreprise, de connaître les fondamentaux de l'entreprise et de l'acheter. À l'inverse, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est acheter une action parce qu'elle est en train de monter au plus haut, et ensuite quand elle rebaisse, l'acheter au plus bas. Donc là, c'est typiquement écouter ses émotions et acheter une action parce que le marché vous dit que c'est une bonne action parce qu'elle est en train de monter, et de vendre ensuite en panique. C'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques mois sur pas mal d'actions. Par exemple, vous pouvez aller prendre un Teladoc. Teladoc, à l'époque, elle a explosé à la hausse, elle est montée, vous voyez, à plus de 300 $. Beaucoup de personnes ont acheté ici et aujourd'hui elles sont perdantes. Moi personnellement, j'ai attendu qu'elle atteigne ce plateau ici autour des 130 $ pour ouvrir une position et j'ai pas mis beaucoup d'argent au départ et elle a continué à baisser, donc j'ai continué à mettre. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, c'est pas parce que je ne l'ai pas acheté là-haut et que je l'ai acheté ici que je vais pas tout perdre. C'est une entreprise risquée comme beaucoup d'autres entreprises et c'est possible de perdre la totalité de votre capital. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le répéterai jamais assez, je vous donne pas de conseils, faites vos propres recherches parce qu'au final c'est vos propres risques et c'est votre argent que vous investissez. Très bien, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce qu'a dit la Fed tout d'abord. Est-ce que vous avez la même vision des choses que moi et est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'on a eu un début de rotation sur les marchés? Aussi, à votre avis, est-ce qu'on va continuer à baisser dans les semaines d'après ou du moins avoir une rotation du Nasdaq vers des actions beaucoup plus value, donc peut-être plus dans le S&P 500? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, vous pensez qu'on a déjà atteint le plus bas de la baisse et qu'on va repartir à la hausse? Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis, même si évidemment sur le long terme, j'encourage à investir effectivement, comme je le disais, très long terme et non pas de spéculer sur le court terme. Et donc sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée comme d'habitude et on se voit dans la prochaine vidéo.